Bonjour à tous. En cette période de confinement, l'équipe des rencontres Europhysio a choisi de vous partager des courtes vidéos reprenant les points clés de différentes pathologies. Aujourd'hui, je vais donc commencer avec les points clés sur la maladie d'Osgood-Schletter. Je suis Massamba Mbaye, je suis kinésithérapeute libéral à Aix-les-Bains en Savoie. J'ai une activité où je prends en charge uniquement des patients souffrant de pathologies musculo-squelettiques et plus spécifiquement des pathologies du membre inférieur dans mon cas, puisque 90 à 95% de mes consultations concerne le membre inférieur. Je suis également cofondateur de Cinétique Formation, qui est un organisme de formation continue régional basé en Rhône-Alpes, et membre du comité scientifique des rencontres Europhysio. Aujourd'hui donc nous allons parler de la maladie d'Osgood-Schletter. C'est une cause fréquente de consultation en médecine du sport pédiatrique. Traditionnellement, les professionnels de santé s'attendent à une évolution positive sur une période de 12 à 18 mois dans 90% des cas, et c'est dans ce sens que nous communiquons généralement vers les parents. L'évolution est bonne, on entend même souvent dire que les symptômes disparaîtront à la fin de la croissance. Nous verrons quand même que dans la littérature, il y a des conséquences à moyen et long terme pour ces adolescents porteurs de cette pathologie. Le nom d'Osgood-Schletter vient de deux chirurgiens. Le premier est Robert Osgood qui décrit pour une première fois la pathologie en 1903, et le second est Karl Schletter, un chirurgien suisse qui lui décrit la pathologie 6 mois plus tard, Robert Osgood. Voyons un petit peu le tableau clinique de cette pathologie. En général, c'est un adolescent qui consulte pour une douleur antérieure du genou d'origine non traumatique. L'âge commun d'apparition est entre 8 et 12 ans pour les filles et 12 et 15 pour les garçons. A noter que la présence est bilatérale dans 20 à 30% des cas. Bien sûr, les douleurs sont exacerbées par une pratique sportive qui contient des sauts ou de la course. Parlons un petit peu d'épidémiologie. C'est une pathologie qui toucherait environ 10% des enfants, ce qui est quand même relativement important, et lorsqu'on va dans une population plutôt sportive ou plus sportive, on a une prévalence qui va augmenter, pouvant aller jusqu'à 15, voire plus. Il y a des études qui nous montrent 20%, par exemple, dans des populations spécifiques de sport type basket, handball, etc. Historiquement, on entendait dire que c'était une pathologie qui touchait plus les garçons que les filles, mais ces études sont relativement anciennes, années 70-80 par exemple, et on sait maintenant que les filles pratiquant autant d'activités physiques que les garçons, la prévalence a tendance à s'équilibrer entre les deux sexes. D'un point de vue physiopathologique, la maladie d'Osgood-Schletter est une ostéochondrose apophysaire de croissance. Le terme d'ostéochondrose est maintenant préféré au terme d'ostéochondrite, d'épiphysite ou d'apophysite lorsqu'on la qualifie. Le suffixe « it » n'est plus sa place dans cette description de cette pathologie, comme dans la tendinopathie et la tendinite. On est bien ici donc sur un stress répété de l'insertion terminale du tendon patellaire sur la TTA, tuberosité tibiale antérieure. C'est une zone où il y a une ossification apophysaire, donc c'est une zone où les contraintes mécaniques vont créer un stress beaucoup plus important sur le tissu osseux. Et on a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. La première hypothèse d'Ogden en 1979 qui nous parle de fracture-avulsion au niveau de la TTA. On a aussi d'autres hypothèses, type Rosenberg 1992, qui lui nous parle plutôt d'une sensibilité des tissus mous au niveau de l'insertion. Il faut savoir que même en 2020, on ne sait pas vraiment encore quels sont les mécanismes de la douleur dans cette pathologie, quelle structure envoie le plus de messages nociceptifs, à savoir des tissus mous ou de l'os. Maintenant, nous allons passer aux facteurs de risque. On sait qu'il y a des facteurs de risque non modifiables. Je vous laisse les découvrir ici. Moi, je vais me concentrer sur les variations anatomiques parce qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet, avec différentes choses, que ce soit sur les pieds, sur la hanche, sur l'angle cul, etc. Moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la pente tibiale, puisqu'il y a un papier qui est sorti le mois dernier qui nous dit que l'augmentation de la pente tibiale favoriserait l'apparition de la maladie d'Osgood-Schletter. Ils ont comparé donc 40 sujets avec la pathologie versus 32 patients qui n'avaient pas cette pathologie. La pente tibiale, c'est cet angle que fait le plateau tibial par rapport à l'horizontale qui est matérialisé par les lignes ci-dessous. C'est une mesure qui est utilisée dans le monde chirurgical par rapport aux récidives de rupture du ligament croisé antérieur. Ils ont observé donc une population Osgood-Schletter versus contrôle. Ils ont découvert une pente tibiale plus importante chez eux. Qu'est-ce que ça change, cette pente tibiale? Selon eux, le fait d'avoir une pente tibiale plus importante augmenterait donc le phénomène de traction au niveau de la TTA et donc déclencherait cette ostéochondrose de croissance.
C'était juste pour vous montrer un exemple de variations anatomiques qui peuvent être une des causes probables de cette pathologie. Bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque qui sont eux modifiables et la pathologie n'est jamais due essentiellement à une modification de la pente tibiale. Il y a forcément l'activité physique, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit le volume, la fréquence ou le type d'activité, et puis d'autres facteurs modifiables type body mass index ou des paramètres comme la faiblesse des quadriceps ou la raideur de différents groupes musculaires. Tous ces paramètres vont bien sûr s'inter-influencer pour créer l'apparition de la pathologie chez notre patient. On parlait un petit peu de l'examen physique, il est relativement simple, on fait une observation de la TTA à la recherche d'une tuméfaction, et puis on fait également une palpation de la TTA à la recherche d'une douleur et également d'une tuméfaction. On peut faire des mises en tension contre résistance en CCO, et puis également des exercices en chaîne cinétique fermée et des observations générales de type squat bipodal ou unipodal, squat bipodo ou unipodal, pardon, et puis également des activités de saut, le but étant de repérer quels sont les symptômes qui vont créer la douleur chez mon patient. L'examen d'imagerie, il n'est pas forcément nécessaire. On peut réserver l'imagerie au cas les plus graves, en tout cas ceux qui permettent d'objectiver une lésion vraiment avancée de la TTA. Il existe une classification qui présente des lésions en 4 stades à partir d'imagerie, mais bon, pas vraiment d'intérêt en tout cas dans 90% de nos prises en charge. L'examen physique, il a surtout un intérêt pour faire un diagnostic différentiel et éliminer d'autres pathologies, type syndrome fémoro-patellaire qui est également assez présent dans cette population de classe d'âge. Donc le syndrome fémoro-patellaire sera beaucoup plus une douleur au niveau de la rotule et autour de la rotule. Il y a la famille des bursites et des syndromes de Hoffa où là on va plutôt avoir une douleur qui se concentre autour du tendon rotulien de part et d'autre pour Hoffa ou dans la face postérieure du tendon rotulien pour la bursite. On a la maladie de Sinding-Larsen-Johansson qui est une ostéochondrose mais cette fois-ci au niveau de l'insertion proximale du tendon patellaire. Et puis on a des tendinopathies rotuliennes qui sont parfois décrites mais relativement peu dans cette population de classe d'âge. L'interrogatoire, il doit être orienté une fois qu'on a fait le diagnostic de la maladie d'Osgood-Schletter. Il va falloir poser des questions qui vont être spécifiques pour repérer les différents facteurs de risque que j'ai pu évoquer tout à l'heure et qui ont amené notre patient à déclencher cette pathologie. Donc il va falloir poser des questions à propos de la croissance, savoir dans quelle phase notre patient est, et puis également à propos des changements dans l'entraînement. Changement, on pense souvent à volume, mais j'insiste sur la fréquence, le fait de déplacer un entraînement, de changer de jour dans un entraînement, ça peut rapprocher deux entraînements qui ont des contraintes mécaniques importantes, mais également le changement de surface. D'autres blessures, le fait de s'arrêter pour une blessure à une épaule par exemple et de reprendre l'entraînement peut aussi déclencher la pathologie. Et puis j'ai mis coach, parce que des fois un coach peut changer des petits gestes. J'ai en souvenir une joueuse de tennis qui avait eu une modification du geste technique sur le service qui avait augmenté donc les contraintes sur son genou et qui avait déclenché la pathologie. La clé, après avoir posé ces questions, c'est surtout d'écouter les réponses, parce que grâce à ces réponses, on va pouvoir organiser notre management de la pathologie par la suite. Le pronostic, quant à lui, il est bon dans une grande majorité des cas, mais il y a de très rares fractures avec l'évolution de la TTA, c'est généralement sur des actions avec haute vélocité chez les sujets qui sont déjà porteurs de la maladie d'Osgood-Schletter. La prise en charge en ce cas-là est bien entendu chirurgicale. Le pronostic, c'est aussi l'évolution à moyen et long terme de cette pathologie et l'impact qu'elle peut avoir sur l'activité physique des adolescents. L'équipe d'OptiUse de l'université d'Aalborg a publié plusieurs papiers dans ce sens-là. Il faut savoir qu'il y a très peu de publications sur la maladie d'Osgood-Schletter, il y a moins de 150 publications dans PubMed là-dessus, et que là, en 3 mois, ils ont publié 3 papiers dans 3 grosses revues scientifiques internationales. J'ai choisi de rentrer un peu dans les détails de la première, publiée dans l'Orthopedic Journal of Sports Medicine. Dans cette étude, ils ont donc suivi une cohorte de patients qu'ils ont rappelé 4 ans après leur diagnostic de pathologie d'Osgood-Schletter. Ils ont mesuré la qualité de vie par un index, le QOL Index Score qui est en haut, et ils observent que les patients qui sont donc porteurs d'Osgood-Schletter ont une qualité de vie moins importante que les autres. Et ils ont aussi utilisé l'échelle K2OS sur la partie fonction sportive et activité récréationnelle, et ils ont un score qui est également inférieur pour cette population-là.
Ils ont observé également le nombre d'heures de pratique sportive de la population. Et ils se rendent compte que la population Zuchtstätter a moins de pratique moins de volume horaire que l'autre population. Le petit biais de leur étude, c'est qu'ils ont perdu pas mal de monde en route dans ces 4 ans. Il n'y a que 50% des gens qui leur ont répondu, ce qui pourrait forcément changer les résultats s'ils avaient eu tout le monde. En tout cas, ça doit nous faire réfléchir sur le fait qu'on récupère très bien, mais qu'elle a quand même un impact à moyen terme sur la santé des sujets qui ont la pathologie, et qu'il faut aussi, nous, dans notre boulot, repérer ces jeunes qui peuvent un peu décrocher d'un point de vue qualité physique et capacité physique plutôt, pardon, et capacité à faire du sport pour la suite de leur vie, puisque après, s'ils continuent dans cette direction-là, ils peuvent également déclencher d'autres maladies. Voyons maintenant le traitement. Alors le traitement, malheureusement, dans 25% des cas, ce qui est proposé, c'est l'arrêt complet de l'activité. Parfois, il est aussi proposé une adaptation de l'activité, ce qui n'est pas toujours possible. Quand on pense à la spécialisation précoce, à certains athlètes qui sont déjà dans des structures de haut niveau, leur dire faut changer de sport, c'est pas toujours possible. Et puis ce qu'on propose aussi souvent, c'est des étirements du quadriceps, c'est ce qu'on retrouve toujours dans la littérature. Alors ça, c'est ma tête à moi quand je reçois une ordonnance pour un patient avec Osgood-Schletter et qu'on me dit qu'il faut que je fasse des étirements du quadriceps. J'ai toujours pas compris comment on peut penser que augmenter la longueur du quadriceps influencera la pathologie. Bref, voyons le traitement un peu plus pointu, ce qu'il est possible de faire. Alors forcément, on peut adapter l'activité physique, pas forcément la changer, mais essayer d'adapter le volume. Et puis aussi essayer de proposer aux sujets qui ont été arrêtés de refaire une reprise progressive du sport grâce à une échelle visuelle de la douleur. Là, ce que je vous ai mis sur la droite de l'écran, c'est un complément de l'article publié dans le BJSM par l'équipe d'Optius, où ils proposent aux sujets, quand ils sont en vert dans la zone OK au niveau de la douleur, de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire soit faire des activités un peu plus contraignantes, on passe de la marche à la course, vers la course avec des changements de direction vers le sport normal. Et puis, à côté, vraiment, ils insistent sur tout un aspect renforcement musculaire. Donc là, ils vont proposer au début des phases isométriques de renforcement du quadriceps, des fessiers, etc. Et puis après, aller vers des exercices de plus en plus dynamiques avec des squats et des fentes. Et à chaque fois, le patient doit ne pas avoir de douleur post-effort ou le lendemain des exercices pour pouvoir passer à la case d'après. Et c'est ainsi qu'ils remettent les jeunes à l'activité physique. Donc ça, c'est assez classique. Maintenant, je vais vous parler de ce que moi, je mets en place un petit peu, qui est un peu, qui est pas moins classique, mais qui n'est pas très décrit dans la littérature. Donc moi, je vais plutôt observer les phases d'atterrissage, les phases de saut, de changement de direction, de décélération. Et si je repère des choses lors de mon observation initiale, je vais mettre en place des situations d'exercice de contrôle moteur et d'apprentissage moteur sur ces différentes tâches, saut, changement de direction, etc. Autre chose que j'aime bien mettre en place, c'est du travail du segment jambier. Cette étude d'Horn nous montre que dans une tâche d'absorption des forces verticales, là ici c'était à la course ou à la marche, le triceps sural absorbe plus de 50% des forces, et une grande majorité même, c'est le solaire qui absorbe ces forces-là. Donc, moi, j'ai décidé avec mes patients d'évaluer par un heel raise test. C'est un test où on fait monter le patient sur la pointe des pieds et on compte le nombre de répétitions. Ou par un test dynamométrique, j'évalue la force des fléchisseurs plantaires. Et puis après, en fonction des paramètres neuromusculaires que j'ai pu observer, je mets en place du renforcement ciblé sur le solaire ou sur le triceps sural dans son ensemble. Un exemple d'exercice de solaire très simple, avec le leg extension, on vient juste faire une flexion plantaire genou plié pour cibler un peu plus le solaire. Et puis après, la deuxième phase, ça va être des exercices, on va dire, un peu plus fonctionnels, où ici, je vais demander au patient de venir freiner et de faire un focus attentionnel, c'est-à-dire de concentrer son attention sur une contraction de la jambe et pas du quadriceps. Donc là, je vais lui demander plutôt de passer du temps dans la piste externe pour venir travailler la force du muscle dans cette zone-là. Et puis après, l'étape d'après, ça va être encore des exercices plus fonctionnels avec du saut, des stratégies de freinage, etc. Pour conclure sur le take home message, déjà,
avant de partir sur un protocole un peu déjà prédéfini, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps et s'interroger sur quels sont les facteurs de risque présents sur mon sujet. Alors j'ai pris un exemple ici chez un jeune joueur de tennis que j'avais eu. J'ai mis une photo de Nadal, hein, mais c'était pas lui le joueur de tennis. Ben voilà, ce joueur, j'avais retenu qu'il était à une phase de croissance où il grandissait vraiment de manière importante à ce moment-là, mais ça, je pouvais pas trop jouer dessus. Antécédent de blessure, il avait une entorse de cheville du côté controlatéral, il avait encore une petite raideur sur cette cheville-là, donc moi j'avais quand même choisi de travailler un petit peu le côté contro. La fréquence des activités, à l'époque, on avait changé un jour d'entraînement, c'est-à-dire qu'on avait déplacé l'entraînement qui était le mardi, on l'avait mis le mercredi, parce que c'est un entraînement où il y avait des exercices plus dynamiques, et comme ça, il y avait 48 heures de repos entre l'entraînement du lundi et celui du mercredi, au lieu de 24 heures initialement. On avait mis en place un travail de renforcement du quadriceps. Alors lui, il faisait des étirements de son côté, donc je lui avais dit de continuer, il avait cette habitude-là. Et enfin, la dernière chose, c'était, on avait travaillé la raideur musculaire du triceps sural et le renforcement musculaire par les exercices, comme je vous ai montré juste avant. Le dernier point qui est très important, c'est la communication, qui doit être avec le patient, avec l'entraîneur souvent, surtout par rapport à la fréquence et la modification du volume d'activité physique, et bien entendu avec les parents. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil d'actualité, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée, au revoir.